Imaginez-vous fiancé au prince héritier du royaume, mais ce n'est pas ce qu'il semble. Pour lui, être fiancé signifie qu'il ne sera pas dérangé par d'autres offres. Et vous avez obtenu votre liberté pour profiter de vos passe-temps paisiblement en tant que future princesse. S'il n'y a pas d'amour impliqué, vous pourriez vous considérer comme une fiancée factice. 4 ans passent dans ce genre de relation, jusqu'au jour où vous voyez votre prince rire joyeusement avec une autre femme. Alors, c'est ça, hein? Vous saviez qu'un jour il pourrait trouver quelqu'un qu'il aimait vraiment, mais avec cette douleur nouvelle. Dans votre cœur, vous désirez entendre ce qu'il ressent vraiment pour vous. Errant dans les couloirs du château royal, serrant un livre avec force, se trouve Eliana Bernstein. Elle est la fille du duc et du royaume de Sazlan. Et son père ainsi que son frère travaillent ici au palais royal. Depuis des générations, le peuple de la famille Bernstein est bien connu pour être rempli d'excentriques qui préfèrent les livres à avoir 3 repas par jour. Ellie ne fait pas exception, et depuis qu'elle est enfant, elle a toujours préféré un livre inconnu aux robes et aux bijoux. Elle n'était pas qualifiée de rat de bibliothèque, mais de princesse bibliophile. Une fille normale se lamenterait généralement sur cette honte, mais pas elle. Elle vivait cette vie, jusqu'à il y a 4 ans. Quand elle a pris le thé avec le prince Christophe Acherald. Le premier dans la ligne de succession. Il était connu comme un prince intelligent, dont l'avenir était attendu par tout le pays. Même son apparence était tout simplement éblouissante. Ce jour-là, il lui avait dit, Lady Eliana, tu n'as qu'à lire tes livres à mes côtés. À ce moment-là, elle se demanda si elle avait été choisie pour être sa lectrice officielle. Mais elle fut choquée de découvrir qu'il lui faisait en fait sa proposition de mariage. Elle fut surprise, car c'était la première fois qu'ils se rencontraient. De plus, la famille Bernstein est la plus basse parmi les rangs de la noblesse. Le prince était d'accord avec cela, cependant, puisque la cour était pleine de problèmes de factions politiques et de lutte de pouvoir. Ellie trouvait cela étrange, puisque sa famille n'était associée à aucune faction. Et ni son frère ni son père n'avaient d'intérêt à détenir du pouvoir. Le prince ajouta alors que sa mère et ceux qui l'entouraient l'avaient harcelée pour qu'il trouve quelqu'un à épouser. Il soutenait également que puisqu'elle était une jeune fille à l'âge de ses débuts sociaux, elle ne pouvait échapper à ses devoirs d'être noble. Si elle devenait sa fiancée, elle pourrait refuser les invitations aux soirées de rencontrer des bals, et à la place, utiliser ce temps pour lire davantage. Ellie a accepté l'idée, mais a compris que cela signifiait qu'il n'y aurait pas de sentiment romantique dans cet arrangement. Le prince a ensuite scellé l'accord en lui faisant savoir qu'elle aurait accès aux archives royales, où elle pourrait lire et emprunter n'importe quel livre. C'était le rêve d'un bibliophile. Les archives impériales. Seules certaines personnes sont autorisées à les visiter, et elles contiennent les documents précieux de la famille royale. Elle pouvait à peine contenir son excitation. Le prince lui promit solennellement, et en ouvrant la porte des grands archives, Ellie devint folle de joie. En commençant son premier livre ici, elle était si heureuse. Le prince lui montra alors son bureau, où elle pouvait lire sans interruption. Il voulait qu'elle soit à l'aise, mais elle se sentait quand même mal. N'étant qu'une fiancée de façade, seulement de nom, le prince la regardait souvent pendant qu'elle lisait. Surprise de le voir si absorbé, elle ne percevait même pas qu'il essayait de lui parler. Elle lisait livre après livre. Elle essayait de lire autant que possible pendant qu'elle était encore sa fiancée. Elle lisait quotidiennement, même 4 ans plus tard, alors que les saisons changeaient. Un jour, le prince demanda à propos d'un livre qu'elle avait choisi. Il s'agissait de l'histoire de l'Ancien Empire. Après avoir lu celui-ci, elle aurait terminé l'histoire complète de l'Ancien Empire dans les archives. Mais, elle se sentait triste, sachant qu'il y avait encore d'autres anciens documents, rédigés par des personnes qui n'étaient ni historiens ni romanciers. Et cela était difficile à obtenir. Après une autre séance de lecture, Alexei est apparu, agacé que le prince n'ait pas été là toute l'après-midi pour s'occuper de son travail. Alors, il voulait qu'elle y remette ses documents à Théodore. En allant livrer les documents, elle a été approchée par Glenn, qui a décidé de l'aider. C'est son devoir de l'accompagner chaque jour quand elle rentre chez elle, en tant que fiancée du prince. Et encore une fois, être la fiancée du prince depuis 4 ans maintenant lui faisait toujours ressentir une culpabilité intérieure. Ils ont remis les documents à Lord Théodore, l'oncle de Chris. Il lui a fait savoir que le livre qu'elle avait demandé était arrivé aujourd'hui. Et elle a scintillé en entendant qu'elle aurait la chance de lire Les Voyages de Parco Molo. Oh, c'est une parodie du gars qui a voyagé sur la route de la soie. Chris est alors arrivé, taquinant qu'elle y semblait apprécier parler à son oncle plus qu'à lui. Eh bien, bien sûr, ce serait plus amusant de parler au gars qui gère les archives qu'au prince, qui avait des devoirs si rigides. Alexei est entré, ayant enfin trouvé le prince après avoir des documents internes qui s'accumulaient et nécessitaient l'approbation de Chris, et il avait besoin que Chris retourne immédiatement à son bureau.
Le travail terminé, le prince raccompagna Ellie chez elle en voiture, lui offrant un joyau en train de délivrer ses douces paroles, disant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec elle. Après être descendue, elle était un peu sonnée, ayant presque cru sans réfléchir à ses compliments. Son frère Alfred admirait le joli bijou. Cependant, Ellie voulait savoir quand il serait approprié de le rendre, étant juste une fausse fiancée. Elle ne voulait pas voler de l'argent du Trésor national par ce biais. Et entendre toutes ces raisons rendait Alfred nerveux, en train de se faire coiffer. La gouvernante d'Ellie, Annie, parlait de la fille du vicomte qui est venue à la cour intérieure, il y a quelques jours pour des cours d'étiquette. Ellie se souvenait que son nom était Irene Pocky, le contraire d'elle, très extravertie et sociable. Annie n'avait apparemment pas entendu de bonnes choses sur Irene et a averti Ellie d'être prudente avec elle. Quoi qu'il en soit, Annie trouvait les cheveux d'Ellie vraiment beaux. Elle ne pouvait pas comprendre comment le prince pouvait mettre de côté quelqu'un d'aussi beau qu'Ellie. Après tout, cela faisait 4 ans depuis leur fiançailles. Et Ellie a maintenant 18 ans, alors pourquoi continuait-il à retarder leur mariage? Ellie réfléchissait à ces mots dans son lit ce soir-là, se rappelant qu'elle et son haut dignitaire avaient convenu d'un engagement qui bénéficierait par coïncidence à tous les deux. Parce que leur sentiment romantique n'existait tout simplement pas. Le lendemain dans les archives, Ellie remarqua que l'échelle qu'elle voulait utiliser avait une marche cassée. Elle entendit alors un cri et vit Irene Pocky s'excuser auprès de Théodore. Elle se sentit terrible d'avoir accidentellement sali le livre et le thé d'Ellie. Ellie se présenta alors et Irene s'excusa également auprès d'elle. Théodore dit à Irene d'arrêter de s'excuser car c'était la faute d'Ellie d'avoir laissé son livre sans surveillance. Et Ellie acquiesça. Avec le départ d'Irene, Théodore voulut qu'elle y fasse attention. Mais avant qu'il puisse partir, Ellie l'avait mis en garde contre l'échelle dont une marche était cassée. Au fil de la journée, Ellie remarqua qu'Irene se rapprochait de tous les hommes importants du palais royal. Plus tard, Ellie s'empressa car elle était en retard pour une réunion importante, et trouva Irene trempée pour une raison quelconque. Ensuite, Glenn arriva, souhaitant qu'elle lui en ait parlé plus tôt. Il remarqua alors qu'Irene était trempée et lui dit qu'il la raccompagnerait à sa chambre. Et alors qu'il partait, il dit à Ellie que cette réunion avait été annulée et qu'elle devait retourner dans sa chambre. Le garde qui avait renvoyé Ellie chez elle lui informa qu'il y avait un problème avec les tuyaux dans le jardin de Rose. Le lendemain, Ellie remarqua que le prince Chris n'était pas venu dans son bureau depuis quelques jours. Elle a essayé d'emprunter des livres à la bibliothèque comme d'habitude, mais Théodore lui a dit qu'elle devait s'abstenir d'entrer pour le moment. Elle était déçue de devoir partir, mais rien n'était expliqué non plus. Elle a essayé de parler avec Alexei et Glenn, mais ils lui ont dit de ne pas rester près d'eux non plus. Plus tard, elle a reçu la visite du prince qui lui a apporté un livre qu'elle voulait lire sur l'Ancien Empire, qui n'avait pas été écrit par un romancier. Il lui a fallu un moment pour comprendre, car ce n'était pas vraiment en vente, et il voulait lui donner tout de suite. Il pensait que cela la rendrait heureuse. Elle rougit, sachant que le prince était sorti de sa zone pour elle, et lui adressa un remerciement sincère. Le prince commença à rougir lui aussi, se détourna rapidement pour mentionner qu'il avait entendu dire qu'elle allait rendre visite à sa tante demain, car sa tante avait mal au dos, alors. Ellie prévoyait de passer la semaine à s'occuper d'elle. Le prince dit alors qu'il était triste de ne pas pouvoir la voir, mais voulait Ellie de prendre soin d'elle et de revenir vers lui. 5 jours plus tard, Ellie avait convaincu une amie de continuer à s'occuper de sa tante à sa place, elle pouvait enfin retourner aux archives royales. En lisant, elle entendit le rire familier de son prince, mais devint ébahie en voyant qu'il passait du temps avec Irene. Ah, le moment est enfin venu. Ses jours en tant que fausse fiancée toucheraient bientôt à leur fin. Elle savait que cela arriverait un jour, mais elle se demandait pourquoi son cœur faisait mal. Sa place était prise par Irene. Maintenant, elle ne pouvait plus entrer dans les archives royales. C'est vraiment malheureux. Ellie pensait à tout le compliment que le prince lui avait fait, et elle voulait au moins entendre dire que leur engagement serait annulé par lui personnellement. En approchant de la chambre du prince, Glenn fut surpris de la voir, et avec la porte ouverte, Ellie pouvait entendre la voix d'une fille rire en réponse au prince. Oh non, le prince appréciait le récit de Lady Irene. Alors qu'il disait à Irene que tout cadeau qu'il lui ferait serait pâle en comparaison, Ellie était horrifiée. Donc, le bijou qu'elle a reçu de lui n'était pas spécial. Chris aperçut alors Ellie et se leva rapidement, choqué. Il pensait qu'elle devait encore rendre visite à sa tante pendant quelques jours. Et oh là là, même Alexei et Glenn savaient que le prince n'aurait pas dû dire ça comme s'il s'était fait prendre. Ellie remercia le prince pour son inquiétude pour sa tante, et s'excusa d'interrompre sa agréable conversation avec Irene. Mais elle était venue rendre le livre qu'il lui avait donné. Et cela ne fit qu'empirer pour Chris quand elle dit qu'elle n'en avait plus besoin, et le laissa entre ses mains avant de s'en aller. C'était étrange qu'Ellie ne se soit rendu compte que maintenant qu'elle était amoureuse du prince Christopher. Mais il a déjà trouvé quelqu'un qu'il aime.
Qu'importe la quantité de livres qu'elle a lus, quelle que soit la connaissance qu'elle a acquise. C'était complètement inutile. Son cœur savait qu'elle était la princesse surréaliste et bibliophile. Cela fait 4 jours. Ellie a reçu un avis lui indiquant qu'elle avait emprunté un dictionnaire à l'archivage royal, et Théodore avait besoin qu'elle le rapporte. À la fois son père et son frère ont proposé de le faire à sa place. Cependant, elle a décidé de le faire elle-même pour clarifier ses sentiments. En épiétant le château, elle a entendu quelques gars parler d'eux. Le prince a envoyé un émissaire au comte Cachol, la famille d'Irène. Ils étaient surpris que le prince Chris puisse sérieusement passer de la princesse des comtes de Bernstein à Lady Irene. Cependant, elle n'avait jamais entendu personne l'appeler ainsi auparavant. En errant un peu plus, Alexei l'aperçut et lui demanda de prendre les livres qu'il avait aux archives, et de livrer également un message au bureau royal leur disant qu'on ne peut pas semer les graines du progrès avec une blague. Il était en colère pour une raison qu'elle ne comprenait pas tout à fait. En montant des escaliers, ses mains étaient pleines. Ellie entendit soudain les cris d'une femme derrière elle tomber, et c'était Irene. L'un des serviteurs, Alan, est venu vérifier son état, puis toute une foule s'est rassemblée. Irene a commencé à ouvrir les yeux, puis elle s'est jetée dans la poitrine d'Alan, en pleurant en disant qu'Eliana l'avait poussée. Ensuite, le prince est entré en scène, demandant ce qui s'était passé. Irene a dit qu'elle avait essayé de parler à Ellie, mais Ellie lui a tout attribué, et l'a poussée dans l'escalier. De quoi parle cette salope? Ce n'est pas vrai. Kristen a dit à Irene qu'il voulait entendre la suite si elle en avait. Alors, Irene a continué en disant qu'elle avait été harcelée à plusieurs reprises dans la partie intérieure du palais. Elle a prétendu qu'on l'appelait une aristocrate de basse classe, traitée comme une servante. Forcée de sauter des repas, et en plus de cela, son lit a été déplacé aux écuries. Et tout cela a été fait sous les ordres de la future reine, Lady Eliana. Elle a affirmé qu'elle a été trempée d'eau quand elle est allée chercher une rose à la demande d'Eliana, et qu'Ellie a ri en voyant cela. Mais, cela ne s'est définitivement pas produit. Elle a prétendu qu'elle est allée aux archives à la demande d'Ellie, mais la dernière qu'elle a utilisée avait été altérée et elle a failli tomber. Mais je suis presque sûre qu'Ellie a signalé cela. Et Irene a également prétendu qu'elle recevait des collations d'Eliana qui contenaient des insectes. Ellie se demandait comment elle avait pu être une princesse aussi active et bibliophile. Le prince demanda alors à Irene si elle était sûre qu'Ellie l'avait poussée. Quand elle commença à confirmer, elle leva les yeux vers Ellie pour réaliser avec choc que les mains d'Ellie étaient complètement pleines. Chris s'approcha alors d'Ellie, soupirant parce qu'il pensait avoir dit à Alexei d'arrêter de lui mettre son travail sur le dos. Derrière lui, Irene implorait Chris de la croire. Alors, il appela un témoin. Alan dit qu'il l'avait vu tomber, mais qu'il n'avait vu personne la pousser. Et en fait, il était aussi musicien de cour. Avec son oreille avertie, il a en fait entendu son cri avant qu'elle ne tombe dans les escaliers. Et il a ensuite révélé que tout cela faisait partie du plan du prince Christopher. Surtout depuis que les gardes avaient amené le père d'Irène, ligoté. Le prince a ensuite déclaré qu'Irene et son père étaient arrêtés pour tentative d'assassinat d'Eliana Bernstein. Ce n'est pas ce qu'Ellie pensait que tout cela concernait. Irene a continué à jouer la victime, disant que le prince qui était avec elle est celui qu'il est vraiment. Elle l'a supplié de revenir à ce qu'il était avant. Chris a pris cela comme un manque de respect et a décidé de raconter ce qui s'était passé. Ainsi, Ellie n'aurait pas de fausses impressions à son sujet. Tout d'abord, concernant le palais intérieur. Eliana n'a aucune autorité ici. C'est la reine actuelle, Henrietta, sa mère, qui contrôle. Alan a alors révélé qu'il était un pion secret du prince, qui surveillait tout pour s'assurer que personne ne fasse de mal à Eliana. Puis, grâce à cela, le prince a présenté la preuve que Irene trafiquait avec l'échelle de l'archive, les collations qui n'ont jamais été contaminées, et l'eau des tuyaux dans le jardin de roses. C'est lors d'une fête dans le jardin qu'un intrus non identifié est entré dans le palais royal. Mais heureusement, ils ont été saisis par Glenn et les autres gardes royaux. Le but de l'intrus était d'assassiner Eliana. Avec tous les sabotages qui avaient eu lieu. Théodore avait en fait averti Ellie. Ellie a eu les larmes aux yeux, réalisant qu'ils ne l'éloignaient pas, mais qu'ils essayaient de la protéger. Irene a crié, disant que quelqu'un complotait contre elle. Mais en plus de cela, elle a soutenu qu'Eliana se trouvait dans une position bien au-dessus de son statut, et a remis en question sa légitimité à devenir reine, affirmant que Christopher était trompé par elle. Maintenant, Chris avait 100% des preuves dont il avait besoin et voulait personnellement élever les réalisations et la réputation de sa fiancée ici et maintenant. Un des sujets à souligner que, il y a 4 ans, Eliana avait reconnu qu'il y avait de la corruption dans une partie de leur royaume qui faisait partie du commerce de la pêche. Et depuis qu'elle l'a signalé, les affaires là-bas prospèrent. Les chefs ont amélioré leur cuisine grâce aux livres recommandés par Ellie, et de nouvelles herbes médicinales ont été découvertes grâce à ces lectures.
Ellie avait prédit un froid glacial dans l'une des villes du royaume et avait suggéré de stocker des ressources pour qu'il puisse y faire face en toute sécurité. Il semble que les connaissances d'Ellie tirées de ses lectures avaient très subtilement aidé le royaume de nombreuses manières. Chris était si fière de son travail. Elle se demandait pourquoi son regard semblait dire « Tu ne peux plus échapper à moi maintenant ». Le duc et sa fille avaient été envoyés, et tous les nobles, même ceux qui ne pouvaient pas accepter Ellie, avaient maintenant cédé. Encore une fois, tout selon les plans de Chris. Il annonça alors que si quelqu'un avait des objections contre son engagement avec Eliana, de se manifester. Mais au lieu de cela, tout le monde applaudissait, les encourageant. Ellie rougit. Elle pensait qu'elle devait être la fausse fiancée. Cependant, Chris la regarda et murmura même quand tu quitteras la scène. Je n'ai pas l'intention de te laisser partir, Ellie. Depuis ce jour, j'ai hâte d'attendre ce moment. Comme j'ai hâte que tu likes cette vidéo et t'abonnes à ma chaîne, ici dans My Shoujo Weekly, j'ai plein d'histoires amusantes à partager. Avec toi, impliquant drame, romance et action. Alors viens. Abonne-toi pour que nous puissions vibrer ensemble. Plus tard, Théodore, Glenn et Alexei se sont excusés d'avoir laissé Ellie dans l'ignorance. À tout cela, et elle se sentait vraiment bénie d'avoir été dans tous les cœurs des gens. Alan est alors apparu, saluant Ellie et expliquant qu'il était celui qui avait répandu son surnom de princesse fée. Dans le passé, elle se souvenait avoir été appelée le fantôme de la bibliothèque. Donc le nouveau surnom était une surprise pour elle. Alfred est entré en trombe, ayant juste entendu parler de tout le remue-ménage causé par Ellie. Et c'est à ce moment que le prince Christopher a demandé à Alfred de dire à l'Eldest Bernstein que toutes les conditions ont été remplies. Alfred a accepté, mais il a dit à Chris qu'il mobiliserait toute la famille Bernstein pour faire payer les conséquences s'il venait à rendre sa petite sœur malheureuse encore une fois, que Chris était prêt à accepter. Le roi et le chancelier voulaient ensuite parler à Chris pour entendre les détails de toute cette situation. Mais au lieu de les voir, Chris emmena Ellie car ils avaient des affaires urgentes à régler qui concernaient le destin de la famille royale. Cependant, ils se retrouvèrent simplement dans le bureau de Chris, où Ellie s'inquiétait de ce que cette affaire pouvait bien être. Chris s'excusa auprès d'Ellie d'avoir suscité tant de malentendus et lui avoir causé de l'anxiété. Il expliqua qu'au moment de leur fiançailles, on lui avait donné les exigences de la sœur Bernstein et de son père. Le baron Bernstein avait dit à Chris qu'il devait obtenir l'approbation des anciens nobles, sans utiliser l'alias du nom Bernstein. Et deuxièmement, il devait susciter plus d'intérêt chez Ellie que par les livres. La deadline était de 4 ans, quand Ellie atteindrait l'âge adulte. Et si les exigences n'étaient pas remplies d'ici là, les fiançailles seraient annulées. C'est pourquoi il ne pouvait pas l'épouser même lorsqu'il est devenu adulte. Ellie aurait aimé savoir cela plus tôt. Cependant, Chris savait que s'il lui en avait parlé il y a 4 ans, elle aurait répondu quelque chose comme « Ne te fatigue pas à y penser autant, des problèmes et choisis quelqu'un d'autre comme fiancé ». Et puis elle a reconnu qu'il avait probablement raison à ce sujet. Elle s'est excusée, mais le prince était d'accord, puisqu'il avait réussi à lui faire s'intéresser davantage à lui qu'à ses livres. Il tenait beaucoup à sa sécurité. Il a même fait en sorte que la tante d'Ellie feigne une douleur au dos pour s'échapper du château. Cela a malheureusement conduit Ellie à être si trompée qu'elle a ressenti le besoin de rendre le livre qu'il lui avait donné, et en voyant à quel point elle était dévastée à ce moment-là, son esprit s'était vidé. Il regrettait vraiment le fait de l'avoir profondément blessée. Il voulait voir son visage plein de joie en lisant le livre qu'il lui avait offert. Il l'a alors fait s'asseoir pour lui demander si elle l'accepterait, encore une fois, et elle l'a fait avec un sourire éclatant. Le moment semblait parfait. Chris s'est approché pour l'embrasser. Cependant, Ellie voulait en fait connaître le nom d'alias des Bernstein. Nous remontons dans le temps à l'époque où le jeune prince Christopher avait 12 ans, où il renversait des livres comme des dominos dans les archives royales. Ellie était entrée en criant pour lui demander de s'excuser auprès des livres, ignorant complètement qui il était et son statut. Pour Ellie, les livres étaient des ancêtres silencieux et des trésors de l'humanité. Elle exigea qu'il s'excuse à nouveau, et il le fit réellement. En visitant les archives plus souvent, il trouvait toujours Ellie en train de lire au même endroit. Et un jour, il lui demanda de lire avec elle. L'entendant parler si patiemment, il commença à ressentir quelque chose. Jusqu'à ce qu'un jour, il dise à son père et au chancelier qu'il voulait épouser Ellie. En lui disant tout cela, elle ne se souvenait en fait pas du tout de ces événements. Ni même d'avoir rencontré le prince Chris à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est alors qu'il avait entendu pour la première fois le surnom, les cerveaux de Sausland. En relation avec la famille Bernstein, c'est un alias connu seulement des membres de la famille royale et d'une petite partie du palais. La famille Bernstein a également prospéré pendant les règnes qu'elle a servis. Le père et le frère d'Ellie sont très appréciés pour leurs compétences. Cependant, en raison de la nature de leur famille, ils ont choisi de vivre enfouis dans les livres, plutôt que de se hisser en avant. Mais c'est cette vie de bibliophile qui serait à l'origine de ce savoir. Ellie se sentit honorée de découvrir cette vérité, puisqu'elle pensait simplement que sa famille était génération d'amateurs de livres et n'avait pas d'importance.
Il était très regrettable que, au moment où Chris avait l'intention d'épouser Ellie, cela se soit produit. Alors, le baron Bernstein a arrêté de l'emmener au château pour éviter les conflits. Mais maintenant, quoi qu'il arrive, il n'avait aucune intention de la laisser partir. Ellie pouvait sentir ses mots. Son prince ne voulait pas du nom Bernstein, il voulait elle et elle seule. Elle commençait alors à ressentir l'insécurité de se faire passer pour la fausse fiancée, s'estomper dans sa poitrine. Il lui a dit que ce qui importait le plus, c'était qu'il la voulait à son côté maintenant et pour toujours, et lui a demandé si elle en avait envie aussi. Elle pensa à tous les moments qu'elle avait vécus avec son regard attendri à son égard, et lui a demandé si elle avait le droit de rester auprès de lui. Les deux se regardaient amoureusement. Ellie était heureuse d'avoir appris quelque chose, qu'elle ne pouvait pas obtenir juste en lisant des livres. Le prince a alors attiré sa bien-aimée princesse bibliophile pour un baiser. La reine Ashérald lisait souvent l'histoire d'un prince et d'une princesse qui se mariaient heureux avec Chris pendant son enfance. Chris voulait savoir ce qui était arrivé au couple après la fin de l'histoire, alors la reine lui a dit qu'ils avaient probablement traversé des moments tristes et douloureux aussi, mais qu'ils ont surmonté cela tant qu'ils étaient ensemble, et même s'ils étaient séparés. Ils pouvaient toujours prononcer des mots magiques que les gens qui s'aimaient vraiment ne pouvaient que mentionner. Ellie et le prince se sont déguisés pour voyager en dehors de la ville. Et en voyant à quel point le prince était beau, Ellie détourna le regard, rougissante. Elle se sentait agitée depuis le jour où ils s'étaient embrassés. Bien qu'elle veuille être avec lui, elle avait envie de fuir, mais si elle était loin de lui, elle se sentirait si seule qu'elle aurait à peine pu le supporter. Il sortait pour visiter une troupe de relieurs de livres rares appelée l'Étoile de Sicelle. S'il le manquait aujourd'hui, il devrait attendre encore 3 ans qu'ils reviennent, et Ellie avait hâte de leur acheter depuis très longtemps. En chemin, Ellie supposait que le prince devait connaître ce désir depuis son enfance, mais elle se sentait toujours mal de ne pas se souvenir de l'avoir rencontré à l'époque. En atteignant le marché, Ellie s'émerveilla devant la vue des livres dans l'espace ouvert. Et avec Chris prenant sa main, elle l'entraîna avec un sourire. En achetant des livres, leur flirt devint si intense qu'un des vendeurs leur dit de le faire ailleurs. Observant les plaisanteries de leurs amoureux, Alan s'amusait certainement en riant. Puis soudain, ils entendirent un cri, et 2 garçons arrivèrent. En courant, arrêtés parce qu'ils avaient volé des livres. Un des garçons nommé Paolo expliqua qu'un noble Bernstein lui avait dit de les voler. Ellie fut choquée d'entendre quelqu'un diffamer le nom de sa famille, alors Chris intervint et l'autre garçon, René, confondit Chris avec son père. Ils s'assirent ensuite pour le déjeuner, où ils apprirent que la mère de René était malade et voulait voir un médecin. Cependant, les gens de Sicelle ne voulaient pas la voir. Sachant cela, un noble prétendant être de la famille Bernstein s'approcha d'eux pour voler un livre en échange de faire venir un médecin pour traiter la mère de René. René croyait que Chris était son père, puisque sa mère l'avait décrit comme un chevalier avec les mêmes yeux bleus. Mais aussi parce que Chris connaissait le nom de l'étoile du médecin de Sicelle, le docteur Lecce. Apparemment, la mère de René était une danseuse pour la troupe, mais le père de René, un chevalier de Soslo, avait également bien appris à connaître le docteur. Ellie commença à jeter un regard suspicieux vers le prince, comme pour se demander s'il menait une double vie. Chris donna alors doucement à René sa cuillère et lui dit de se concentrer sur son repas. Lui et ses hommes allaient s'occuper d'affaires ailleurs. Paolo interrogea alors Ellie sur certaines choses. Ayant appris qu'elle était noble de la famille Bernstein, il se demanda si elle était l'un de ces nobles de pacotille, du genre prétentieux qui regardait de haut les gens de Sicelle et les autres types de gens ordinaires. Il avait volé ce livre uniquement pour aider René, mais si un docteur on aurait juste vu la mère de René, il ne l'aurait jamais fait. Paolo était tellement en colère contre Ellie qu'il a commencé à lui crier dessus. Mais voyant que cela rendait René triste, il s'est calmé, et les 2 garçons se sont excusés. Ellie se demandait ce qu'elle pouvait faire pour eux. Elle a commencé à expliquer que personne dans sa famille ne volerait jamais un livre. Si c'est un livre qu'ils ressentent le besoin d'avoir mais qu'ils ne peuvent pas obtenir, que ce soit en supplie ou en leur faire boire du poison, ils le liront quand même. Paolo a clairement dit que boire du poison serait pire, ce qui a fait rire un peu tout le monde. Ensuite, le petit René a pris le livre d'Ellie et a fait une sieste à ses côtés. Paolo voulait alors savoir quelle était la relation d'Ellie avec Chris. Était-ce des amoureux? Ellie rougit à cette pensée, mais elle se sentit incapable de dire qu'ils avaient déjà été amants, n'ayant pas de souvenir précis de leur première rencontre. Paolo se demandait pourquoi elle semblait si incertaine, mais il voulait quand même qu'il puisse emprunter Chris comme père de René pour la journée, même en sachant qu'il ne l'était pas vraiment. Chris apparut juste derrière Ellie, prenant René dans ses bras, en disant peut-être qu'il devrait demander son avis pour quelque chose comme ça. Mais maintenant qu'il a réglé ses affaires, il va leur demander de parler au chef de Sicelle et de s'occuper du noble, qui a diffamé le nom Bernstein depuis. Chris se demandait comment cela s'était produit. Il voulait juste jouer la nuit et protéger Ellie, mais à la place, il faisait du babysitting.
René s'est réveillé, et en le regardant, Chris se demandait s'il avait aussi eu le même regard quand il était plus jeune. Chris racontait à René l'histoire d'un jeune garçon aux yeux bleus dont la mère avait été déplacée dans un pays lointain pour guérir sa maladie. Le garçon était si inquiet, qu'il priait tous les jours et écrivait de nombreuses lettres. Finalement, sa mère a vaincu la maladie et est revenue. Cependant, elle était devenue une personne complètement différente. Elle est devenue stricte et froide, et ne souriait même pas au garçon. Le garçon était très blessé, et a même pleuré un peu. Puis, il a réalisé qu'un sorcier maléfique devait avoir jeté un sort sur sa mère, alors le garçon étudiait dur chaque jour parce qu'il voulait briser le sort, mais il n'y parvenait pas. Puis un jour, une princesse qui pouvait briser les sorts est apparue juste devant lui. C'était la fée de la bibliothèque, qui lui a dit les mots magiques pour briser le sort. Les choses importantes ne peuvent pas être vues avec les yeux. Après cela, le garçon a réalisé qu'il avait négligé ce qui était important pour lui. En vérité, la mère qu'il pensait avoir changée avait affectueusement pris les lettres du garçon et les avait traitées comme des trésors. C'est pourquoi, dès lors, même lorsque sa mère était dure avec lui, le garçon allait bien. La leçon que Chris voulait transmettre à René est que ce qui est important est toujours invisible, il ne doit donc pas perdre de vue ce qui était important pour lui. Acceptant ces mots, René a arrêté d'appeler Chris papa, et l'a appelé monsieur à la place. Ellie a ramené quelques friandises, alors Chris voulait qu'elle lui en donne à manger. Elle était déjà gênée, mais cela a empiré quand Chris lui a doucement mordu le doigt aussi, avec une friandise. Elle lui a dit qu'elle n'était pas de la nourriture, alors il a insisté en disant « Vraiment. Alors pourquoi est-ce si doux et délicieux ?» Ce qui a fait perdre l'appétit à Paolo. Ils sont ensuite arrivés pour rencontrer le docteur Letzi, qui, apparemment devait quelques verres à Chris depuis 6 ans. Il y a 6 ans, avant de s'engager avec Ellie, tout le monde dans la famille royale disait au prince Chris de renoncer à ses attaches à son amour d'enfance. Cependant, il était insistant, affirmant qu'il n'avait de sentiments pour qu'une seule fille. Il est tombé sur le marché de l'étoile de Cécile Troupe, qui n'apparaissait qu'une fois tous les 3 ans, selon ce qu'Ellie lui avait dit. C'est là qu'il a rencontré le docteur Nicolas Letzi. Le médecin, alors ivre, a averti que Tanuki, connu sous le nom de père d'Ellie, profiterait de Chris parce qu'il était encore trop naïf et son monde encore trop petit. Il a conseillé à Chris de perfectionner ses compétences et ses talents, pour le jour où leurs chemins se croiseraient à nouveau. Ainsi, ils ne seraient pas à nouveau séparés. En échange de la sagesse du docteur, cependant, il voulait tout l'argent de Chris pour acheter des boissons. Revenant au présent, le docteur Letzi supposa que cette jeune femme était celle dont Chris parlait à l'époque. Chris a dit à René de retourner chez sa mère pour le moment, donc Ellie ait suivi les garçons dehors. Elle continuait de se dire qu'elle voyait un côté différent du prince ici que partout ailleurs. Bien qu'elle soit d'un côté heureuse. Le fait qu'il y ait un passé dont elle était inconsciente lui donnait aussi de l'anxiété, mais ce qui lui causait le plus d'anxiété, c'est qu'elle ne pouvait se souvenir d'aucun détail de sa rencontre avec Chris dans son enfance. Alan les rattrapa pour dire à Ellie qu'elle n'avait pas besoin de souffrir seule. Il lui conseilla de confier au prince Chris ses griefs et ses angoisses. Sinon, Glenn pourrait devenir la cible de la colère de Chris et se décourager. Alors elle s'excusa de les avoir fait inquiéter. Les garçons appellent Glenn et Paolo depuis un buisson. Ces garçons avaient également reçu des ordres de la fausse famille Bernstein pour voler des livres. Mais comme ils avaient refusé de voler davantage, Noble a enfermé la mère de René dans son manoir. Les garçons ont entendu l'homme mentionner qu'il allait brûler tous les livres pour se débarrasser des preuves aussi. Ce n'est pas un territoire que vous traversez avec Ellie. Elle a exigé de savoir où se trouvait ce noble, et les garçons l'y ont conduite. Avant que les nobles ne puissent commencer à brûler, Ellie est arrivée juste à temps pour les arrêter. Et elle a reconnu cet homme d'événements sociaux. C'est le baron Moll. Elle voulait dire Maudsley. Quoi qu'il en soit, elle pensait que les gens qui brûlaient des livres étaient inférieurs aux animaux, inférieurs aux coléoptères. Cet homme en particulier utilisait des enfants pour voler des livres, et trompait d'autres avec le nom de sa famille. Le baron a essayé d'affirmer que tout cela était absurde, et qu'il avait simplement acheté ces livres. Il voulait conclure un accord. Ellie garde le silence sur son brûlage de livres en échange qu'il reste silencieux sur son entente avec 3 vagabonds de Sicelle. Il détestait les mesures proposées par la famille Bernstein. Investir davantage du budget du royaume dans la recherche sur le traitement des maladies plutôt que dans l'armement. Ellie n'aimait pas du tout cela, pensant qu'un homme qui était prêt à brûler des livres brûlerait un jour des gens. Elle voulait que le pays reste pacifique. Le baron n'aimait pas ça, alors il fit menacer elle, seulement pour que le prince intervienne au bon moment, laissant le baron Maudsley dans un choc total. Alors que le prince s'approchait pour demander ce que le baron faisait à sa fiancée, le baron commença à essayer de dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Cela ne convainquit pas le prince, qui fit donc arrêter le baron et ses hommes.
Ellie essaya de s'excuser pour tous les ennuis qu'elle avait causés, alors le prince l'attira près de lui pour la tenir. Sachant maintenant qu'il ne pouvait pas détacher les yeux de sa bien-aimée fiancée, même une seconde. Ils entrèrent ensuite dans le manoir où René étreignit sa mère. Et Ellie avait un regard quelque peu attristé, car la mère de René lui rappelait la sienne. René parla à sa mère d'avoir rencontré un chevalier Solin avec les mêmes yeux bleus que lui. Et raconta le conte de fées que Chris lui avait dit. En disant que ce qui est important est toujours invisible. Ce que ça a fait, c'est qu'Ellie s'est rappelé quand elle avait dit ça dans sa jeunesse. Quelque part au fond, René savait déjà que son père n'était plus en vie. Mais il n'allait plus fuir la vérité. En tant que fier membre de l'étoile de Sicelle, les soldats cherchaient toujours la vérité. Et avec des larmes aux yeux, elle serra René contre elle. Chris a alors raconté aux garçons et à la mère de René à propos de une institution du royaume spécialisée dans les maladies, qui a ouvert ses portes au public il y a environ 10 jours. C'est un hôpital où tout le monde pouvait venir librement. Le pays est dirigé par cela, mais la personne en charge était en fait sa fiancée, Eliana. C'était une nouvelle pour Ellie, se demandant pourquoi elle avait été mise en charge. Cependant, le prince expliqua qu'elle était celle qui l'avait initiée. Lorsqu'Ellie et Chris s'étaient rencontrés pour la première fois, elle expliqua que sa mère était décédée 3 ans auparavant, et elle avait souvent lu des livres que sa mère aimait, pour essayer de ressentir quel genre de personne elle était. Elle voulait aussi découvrir s'il y avait un moyen de guérir sa mère de la maladie qu'elle avait à l'époque. Elle espérait qu'un jour, tout comme il y a des livres dans une bibliothèque, il y aurait une bibliothèque de médecins que tout le monde pourrait utiliser. S'il y en avait, peut-être y aurait-il moins de personnes qui pleuraient la perte de leur mère, comme Ellie l'a fait. Elle aimait l'idée d'un hôpital caritatif où tout le monde pourrait être pris en charge. Ellie rougit en se souvenant que Chris se rappelait d'un détail si important à son sujet. Paolo demanda alors ce qui se passait. Elle dit qu'elle n'était pas sûre qu'il soit amant. Mais maintenant, elle semblait complètement attirée par lui. En se rappelant ce qu'avait dit Alan sur le fait de s'ouvrir à Chris, elle admit sa insécurité à propos de ne pas se souvenir de leur première rencontre il y a longtemps. Elle se sentait terrible que Chris ait toutes ces choses chéries. Des souvenirs d'elle, mais elle ne pouvait pas lui rendre l'appareil. Cependant, Chris la serra simplement dans ses bras et ne cessait de répéter son nom, lui donnant un léger baiser, ce qui la fit repousser. Parce qu'ils étaient devant tout le monde. Il pouvait à peine se contrôler. Il était tellement heureux qu'elle fasse un effort pour se souvenir. Paolo l'encouragea à donner à Chris un petit baiser, comme dans le vieux proverbe. Sur la princesse qui pourrait être brisée par le baiser du prince. Cela fit enfin revenir quelque chose à Ellie. Sur le chemin du retour, Chris admit qu'il avait aussi ses propres peurs. Il s'inquiétait au moment où ils se sont séparés pour la première fois, que Ellie serait devenue une personne différente. Mais rien chez Ellie n'a changé. Elle est restée la même princesse bibliophile qu'il connaissait. Elle était principalement inchangée depuis ces 4 années passées, mais maintenant il voit qu'elle a grandi un peu et lui a dit qu'il était tombé amoureux d'elle à nouveau. Ellie lui a dit qu'elle ressentait la même chose, et qu'elle en est venue à penser qu'il est plus précieux pour elle que les livres. Elle lui a alors demandé les mots magiques qu'il lui avait promis plus tôt. Alors, les mêmes que seuls les amoureux pouvaient se dire. Alors que leurs visages se rapprochaient, il lui dit, un autre jour paisible dans le royaume, un homme d'une autre nation est arrivé, espérant qu'Ellie sur un Bernstein remplirait ses attentes. Ellie était pressée de rejoindre Chris, qui espérait une accolade, mais elle le laissa en plan, et elle ne le savait pas. En caressant ses cheveux, il lui dit qu'il pensait annuler ses affaires officielles. Il allait être absent plus d'1 mois et savait qu'il serait seul sans elle. Elle s'inquiétait pour sa sécurité et lui demanda si ce serait plus efficace pour lui donner une poupée faite de cheveux humains, ou une plume avec des lettres de sang gravées. Entendre cela a quelque peu troublé le prince et tous les autres. Cependant, elle voulait simplement lui faire un porte-bonheur spécial. Elle aurait besoin d'un peu de ses cheveux pour la poupée, et le sang. Des lettres seraient son nom gravé sur la plume avec son sang. Il y a une légende selon laquelle si elle prend bien soin de la poupée, il sera en sécurité. Et si elle utilise toute la plume, ses pensées lui parviendraient et exauceraient son vœu. Chris ne prêta pas attention à cette légende étrange, et pensa qu'Ellie s'inquiétait simplement pour lui. Elle a essayé de lui dire qu'elle serait aussi seule, mais alors qu'il commença à partir, elle n'a tout simplement pas pu prononcer les mots. Elle est allée vers lui à son carrosse, et était maintenant horrifiée à l'idée de dire ces mots en public. Alors, il a simplement pris un de ses rubans comme porte-bonheur à la place. Pendant que Chris était absent, Ellie était en charge du domaine oisif, en particulier du palais du Christ à sa place. Là, elle a dû assister au festival de la chasse d'automne, avec sa servante Jeanne à ses côtés. Son amie Lilia est alors venue montrer ses talents de chasse. Tenue, et elle a dit qu'il était dommage que le prince ne soit pas là. Il y a une tradition où les gentlemen habiles, excellents dans la chasse, sont honorés d'une couronne qu'ils offrent à la dame qu'ils aiment. Lilia était aussi préoccupée que, puisque Glenn et Alexei n'étaient pas là, Ellie n'avait personne pour la protéger de Lady Sophia, qui avait aussi le regard tourné vers le prince Chris.
Lady Chris, l'hôte d'une tea party, aurait aussi voulu que Chris soit là pour montrer ses talents. Une autre femme a mentionné une participante non reconnue, et nous avons appris que son nom était Erwin Orlanza. C'est le fils du vieil ami de Lady Chris qui s'est marié dans un pays étranger. Les femmes furent ensuite alertées qu'une femme était tombée de cheval pendant la chasse. Et virent Lord Theodore porter Lady Sophia. Il est descendu de son cheval pour dire personnellement à Eliana qu'il serait celui qui lui remettrait une couronne à la place de Chris. Légèrement embrasser sa main fit crier les filles. Mais Sophia ne semblait pas très contente. Théo profita alors de cette occasion pour murmurer à Ellie qu'elle ne devait jamais agir seule. Plus tard dans la nuit, un bal fut organisé où plusieurs hommes dansèrent à tour de rôle avec Ellie. Attendant même en ligne pour leur prochaine danse avec elle. Elle a fini par atteindre un point d'épuisement à un moment donné. Théodore lui a alors demandé de danser, en lui disant que c'était si admirable de voir à quel point elle travaillait pour Chris. Après leur danse, il a dit à Ellie que sa robe était magnifique. Sur elle, comme enchanté par l'esprit des raisins. Il avait l'impression d'être peut-être enivré par elle. Cela a fait qu'Ellie s'est imaginée être complimentée par Chris, alors elle l'a remercié. Après avoir pris congé, Sophia et ses acolytes sont venus pour réprimander Ellie. Je suppose que Sophia est la méchante ici. Les trois ont commencé à taquiner Ellie pour avoir eu tant de partenaires de danse. Elle donnait l'impression d'être une femme sans inhibition, comme si elle mendiait de l'attention. Alors Lilia se moqua d'eux pour ne pas pouvoir faire la différence entre socialiser et être sans inhibition. Ellie, cependant, s'inquiétait pour la jambe de Sophia. Elle évoqua ses connaissances sur le traitement des entorses avec de la viande de cheval crue, et cela les dégoûta au point de partir. Dehors, Ellie décida de prendre une pause, et fut abordée par Elo Hayden, le seigneur du territoire frontière d'Edaea dans le royaume. Il la remercia car les habitants d'Edaea étaient particulièrement vivants à cause de certaines décisions qu'elle avait prises. Cependant, il n'était pas satisfait car son peuple, étant un pays frontalier, d'un autre, prenait fierté à défendre sa terre natale contre les envahisseurs. Même si Ellie avait pris des mesures pour prévenir la guerre, il pensait que les connaissances d'Ellie n'étaient que l'idéalisme d'une jeune fille réfléchie, qui ne connaissait que le monde des livres. Il souhaitait qu'elle n'intervienne pas dans la façon dont il faisait toujours les choses. Après qu'il soit parti, Ellie a pris ses paroles à cœur. Elle a commencé à se considérer vraiment comme la princesse bibliophile théoricienne. Mais elle ne voulait pas le dire à haute voix car cela ne ferait que lui manquer et la faire vouloir se confier davantage à son prince. Mais Erwin est apparu pour la saluer. Erwin ne s'attendait pas à ce que la princesse soit une vraie poupée. Il l'a taquinée pour être sur le point de pleurer, après que le comte lui eut dit des mots durs. Il avait du mal à croire qu'elle était la cerveau de Sosland. Ellie était choquée qu'il connaisse le nom de code de sa famille. Où se trouvait le prince Chris, on a appris qu'un certain nombre de voleurs non identifiés avaient franchi la frontière et s'étaient rassemblés dans le domaine inactif. Et en plus, un invité d'honneur était entré dans le pays. Inquiet pour Ellie en raison de sa sécurité, Chris a mobilisé son intelligence à agir comme son ombre immédiatement. Le lendemain, Ellie était ravie de passer du temps dans la bibliothèque de la famille Christ. Elle aperçut Lord Owain essayant de courtiser Lady Anna, dont le mari est mort il n'y a pas très longtemps. Cependant, elle n'avait aucun intérêt pour lui. Puis ils ont repéré Ellie et ont commencé à parler des origines du royaume de Sosland. Le moral de l'histoire était lié à la façon dont Lord Owain traitait mal les femmes. Alors nous avons écarté Anna et avons tenté de discipliner Ellie. Cependant, se souvenant des techniques que Jeanne lui avait apprises pour se défendre, elle a frappé Lord Owain avec un livre et lui a donné un coup de pied dans la pire des endroits, le mettant hors jeu. Cependant, elle était horrifiée par ce qu'elle avait fait au livre qu'elle tenait. Plus tard, Ellie et Anna ont pris le thé avec Théodore, pendant qu'il la grondait d'avoir agi seule encore une fois. Il lui a averti que les gens la voyaient comme une cible facile, sans Chris, et lui a conseillé d'être prudente. Puis il a détaillé l'histoire du domaine de l'idole. Avant de devenir une région sous le contrôle direct de la famille royale, le précédent seigneur en charge de cette terre a tenté une rébellion puis a été éliminé. Théo a une histoire personnelle, car ce seigneur en question était le duc Slade. Et il y a 10 ans, Théo avait des sentiments pour la fille du duc, mais s'est abstenu de avoir une relation avec elle parce que sa condamnation finale était la mort. Alan est alors arrivé pour transmettre un message de Chris, qui a dit « Tu devrais simplement être toi-même, Ellie ». En fait, il y avait d'autres phrases clichés. Mais Alan voulait aller droit au but. Cela a touché le cœur d'Ellie. Elle a ressenti une montée d'énergie rien qu'à cause des mots du prince. Alors cette nuit-là, elle a prié pour que son prince soit aussi en bonne santé. En route vers sa prochaine destination, le prince a été arrêté par des bandits. Après les avoir battus, Chris était anxieux. Il voulait juste revoir Ellie. Ils ont séjourné dans une auberge locale, ou même essayé de se détendre. Chris était profondément inquiet pour Ellie. S'il lui arrivait quelque chose, il ne se blâmerait que lui-même. Il voulait tellement qu'elle soit à ses côtés.
Mais si elle ne s'était pas engagée avec lui, elle aurait vécu une vie paisible entourée de ses livres bien aimés. Il savait qu'avec ses désirs, il était un prince égoïste et intéressé. Le lendemain, Ellie monta à cheval parce que Sophia l'avait poussée en disant que si elle devait servir ici à la place de Chris, ne devrait-elle pas être en train de commander les compétences des hommes lors du festival de chasse de près. Ils sont ensuite tombés sur l'une des dames en train de gérer un cheval indocile. Donc, sur ordre d'Ellie, Jean s'est occupé de la femme. Cependant, personne ne s'attendait à ce qu'un sanglier qui avait été tiré charge et fasse sursauter le cheval d'Ellie et la renverser. Heureusement, Irvine était là pour la rattraper. Le comte Hayden a enlevé la flèche du sanglier pour vérifier si c'était le tir d'Irvine qui en était la cause. Cependant, les flèches étaient différentes. Irvine a ensuite escorté Ellie jusqu'à l'avant du château, où toutes les filles commençaient à fixer du regard à quel point il était rêveur. Sophia était furieuse que le plan de sa servante pour décourager Ellie ait échoué, sans savoir qu'Irvine écoutait. Lors d'une autre réunion en soirée, Anna aperçut Ellie et Sophia partir ensemble pour une raison quelconque. Sophia prétendit que Lilia l'avait invitée à explorer le vieux château, faisant croire à Ellie que Lilia était si curieuse. Cependant, comme tout le monde pouvait s'y attendre, c'était un mensonge pour enfermer Ellie toute seule. Ce château serait censé être hanté par une malédiction et un spectre. Et même si Ellie était un peu secouée, Irvine était déjà à l'intérieur, prêt à la protéger. Ellie est tombée de peur, mais il ne voulait pas l'effrayer. Il l'a relevée et a expliqué qu'il venait du pays étranger de Maldura, celui qui bordait la ville du comte Hayden. Irvine a posé une question. S'il tuait Ellie maintenant, Sosland partirait-il en guerre? Il plaisantait juste. Il lui a tendu un mouchoir, et en marchant le long de chemin, Ellie a appris que la mère d'Irvine venait de Sosland. Son père de Maldura et sa mère d'ici se sont rencontrés par hasard et sont tombés amoureux. Avec le sang des deux pays coulant dans ses veines, ils ressentaient aussi le poids de leurs histoires. Dans le passé, Maldura s'était préparé à la guerre contre Sosland de nombreuses fois, et il savait aussi que Sosland voyait Maldura comme un pays non civilisé. C'est pourquoi il était si surpris d'entendre la proposition d'Ellie de maintenir la paix. Il la remercia donc pour cela. Il était même d'accord avec le fait qu'elle soit une rêveuse idéaliste. Après tout, où va un pays s'il ne suit pas les idéaux de la personne qui est au sommet? Ses proches confidents la soutenaient, afin qu'elle puisse avoir plus de fierté en tant que fiancée du prince héritier. Et avec cela, il était maintenant temps pour ceux qui se tenaient à l'arrière de se révéler. L'accompagnant de Jeanne et Erwin, Ray, un homme dont les cheveux blancs font penser à un spectre. Cependant, il n'était pas seul, avec des assaillants entrant dans le bâtiment, que Ray et Erwin ont rapidement commencé à gérer. Jeanne s'enfuit avec Ellie, pour découvrir qu'Anna est prise en otage dans la pièce d'à côté. Les assaillants étaient confus, ne sachant pas quelle femme était Eliana Bernstein. Les hommes révèlent qu'ils viennent de Maldura, et leur plan est de tuer la fiancée du prince héritier de Sosland et le prince de Maldura. Mais Ellie était confuse à propos de la discussion sur le prince de Maldura. Puis Erwin arriva, honteux de ses compatriotes qui tentaient de provoquer une guerre, pensant déjà qu'ils avaient été envoyés par le troisième prince. Cependant, les assaillants sont rapidement neutralisés par des hommes en robe, grâce au prince Christophe. Chris avait entendu dire qu'il y avait ici un invité d'honneur. Ce serait Erwin, prince de Maldura, dont la mère était la fille du duc Slade. En sortant, ils apprennent que Sophia n'était qu'un pion dans tout ce plan, mis en œuvre par sa servante Rona, qui était une espionne pour Maldura. De retour au château, Erwin expliqua que sa mère aimait cette terre où elle était née et avait grandi. Cependant, le duc Slade planifiait une insurrection contre la famille royale et complotait avec Maldura. À l'époque, le père d'Erwin, qui était un prince, à ce moment-là, avait rencontré sa mère en enquêtant sur Sosland. Nous apprenons alors de Théodore que la rébellion a en fait été révélée par la mère d'Erwin, qui a rencontré sa fin pour protéger son pays natal en étant qualifiée de traîtresse. Ellie, sachant maintenant le courage de la mère d'Erwin, trouva la détermination de dire au comte qu'elle voulait continuer à agir à sa manière. Beaucoup de nobles avaient tendance à compter sur la force, mais elle pensait que ce n'était vraiment pas différent d'un enfant capricieux qui se vante de sa force. Cela fit rire le comte Hayden. Il vit alors en elle sa jeunesse et son potentiel, et jura sa confiance, et que leur pays ne deviendrait pas un champ de bataille avec sa guidance. Plus tard, Ellie s'accrocha à Chris, car il lui manquait tellement. Il lui montra alors le ruban qu'il gardait sur elle chaque jour pendant qu'il était dehors, mais cela suffisait. Le prince voulait un baiser, mais ils furent interrompus par l'une des servantes. Le dernier jour du festival de la chasse, le comte Hayden montra ses compétences remarquables, gagnant une couronne, qui a été placée en hommage à la mère d'Erwin. À la fin, Ellie a accompagné le prince Erwin, qui était très attaché à l'idée que leur pays maintiendrait la paix pour toute une vie. Elle lui a dit de venir visiter au printemps, quand les fleurs d'Edel fleuriraient.
Erwin se demandait donc si elle serait mariée au prince Chris d'ici là, en touchant sa tête. Il lui a demandé ce qui se passerait s'il l'enlevait, comme son père l'avait fait avec sa mère. Mais avec Chris là, il plaisantait juste. Ou pas. Un autre jour, le prince Chris était si occupé, Glenn est complètement passé inaperçu avec ses problèmes. En fait, la plupart du monde a ignoré Glenn. Eliana a ensuite été bombardée par les attendants de la reine, qui voulaient qu'elle essaye une variété de tenues. Tout le monde est occupé en préparation du banquet du chevalier sacré, et Ellie n'est même pas rentrée chez elle à cause de ça. Elle devient particulièrement obsédée par un design aux fleurs de Yule, ou dans la mythologie ancienne. La fleur est dite être le symbole de la Vierge aimée par la déesse. Elle avait des conseils à donner sur le design, ce qui a fait se battre les attendants, tous voulant son aide pour la critique de mode d'Ellie. Puis, la reine Henrietta Ashrold parut quelque peu impatiente car Ellie n'avait pas encore choisi de tenue. Elle réprimanda ensuite Ellie, car le rôle de la princesse héritière n'était pas de gagner en popularité en donnant des conseils utiles aux entreprises, ni d'être influencée par les demoiselles de compagnie. La reine était rapide dans son jugement sur ce qu'elle y porterait. Et Ellie se demanda si elle pourrait un jour rivaliser avec la reine. En voyant les servantes partir, la reine avertit alors Ellie qu'une fois la date de son mariage officiellement fixée, elle ne lui faciliterait pas les choses. Ellie devait apprendre à lire ce qui se cachait sous la surface d'une personne, et l'art de se quereller avec des trompeurs aguerris. La reine a alors rappelé à Ellie de téléphoner à sa mère quand elles étaient seules. Et qu'elle ne devait pas avoir honte de l'appeler ainsi. La reine ne voulait pas que cela paraisse forcé venant d'Ellie. En prenant le thé ensemble, la reine a parlé du cauchemar cendré survenu il y a 15 ans. C'était une épidémie qui avait commencé dans le nord et de Sosland et qui avait causé un nombre colossal de morts, dont celle de la mère d'Ellie. La reine était elle-même tombée malade et avait été placée en quarantaine hors du palais pendant un certain temps. Durant cette période, de nombreux problèmes sont apparus. L'un d'eux étant que le prince Christopher était le seul héritier direct au trône. Une fois qu'il ascendra au trône, Théodore, étant le frère cadet du roi, perdra ses droits à la succession. Mais pour le moment, Théodore conserve une place. La cour est actuellement divisée en 3 factions. Ceux qui soutiennent Théodore, ceux qui soutiennent Christopher, et ceux qui restent neutres. Avec Théodore décidant de s'occuper des archives royales, la position la plus éloignée du pouvoir, il a évité une lutte potentielle pour le trône. Le problème suivant était que le prince Chris pourrait choisir d'avoir des concubines. Et la reine était également prête à accepter une dîme de l'un de leurs ducs au nom de son fils, ce qui fit choir le cœur d'Ellie. En prenant le thé avec Sharon Gardwin, la fiancée forcée de Glenn et son accompagnatrice. Hélène, la petite duchesse, évoqua des souvenirs anciens que Chris avait avec sa grande sœur, Mireille. Il y a environ 6 ans, Ellie connaissait Mireille en tant que la grande duchesse du misérable dukedom. Elle était également connue sous le nom de princesse Pearl, réputée pour sa beauté et son esprit. Elle s'était mariée à un noble et avait été obligée de démissionner de son poste de duchesse. Elle avait aussi beaucoup interagi avec Chris dans leur jeunesse. Et à un moment donné, elle avait été une candidate potentielle pour être sa fiancée. Sharon aurait adoré voir sa grande sœur assister au banquet des chevaliers saints aussi. Mais elle était encore en deuil pour son mari décédé il y a moins de 2 ans. Sharon a alors supplié Chris de réconforter Mireille en tant que son amie d'enfance et de demander à Ellie de lui donner sa bénédiction. Cependant, Chris l'a arrêté là parce qu'il avait déjà présenté ses condoléances de la part de leur royaume. Il ne voulait pas déranger Mireille davantage. Et manquer de respect à la mémoire de son mari. Chris a ensuite été appelé pour des affaires officielles et a gracieusement embrassé la main d'Ellie, faisant fondre tout le monde. Ils étaient censés se voir après, mais tous les deux se sont laissés tellement absorbés par leurs obligations officielles qu'ils ne l'ont pas fait. En accueillant les invités pour la soirée, la reine a fait signe à Ellie d'être prudente envers la vicomtesse Donnay et sa fille Mathilda, dont la robe avait le motif de la fleur de Noël dont Ellie avait mentionné vouloir avant. Mathilda aurait conçu cela elle-même. Est-ce que ce pourrait être une coïncidence? Les dames Donnay étaient assez impolies, parlant de leur talent si ouvertement devant Ellie. Cependant, tout cela n'était qu'un jeu de pouvoir pour faire entrer Mathilda comme concubine du prince. Et la reine a même dit qu'elle y réfléchirait. Alors que Mathilda s'inclinait, elle lança à Ellie l'un des sourires les plus désobligeants. La reine dit ensuite à Ellie d'aller se coiffer, ce qui était vraiment le moment pour Ellie de penser seule, sinon elle risquait de révéler à quel point son visage avait l'air pathétique. Elle savait que le design de la robe de Yule n'était pas une coïncidence. Il était 100% basé sur les remarques qu'elle avait faites l'autre jour, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui fuit des informations à son sujet. Ellie se sentait épuisée, remettant en question sa valeur à côté de la reine. Elle décida d'aller prendre l'air dehors et aperçut Chris en train de discuter avec Hélène. Il semble qu'elle avait une lettre à remettre de la part de Lady Mireille, faisant peur à Ellie en pensant. Une autre femme voulait être sa concubine et il pourrait l'admettre. Tout en prenant un chocolat chaud avec son frère et
Anna, Ellie était si déprimée, son frère l'a remarqué. Elle a dit qu'elle allait bien parce qu'elle prévoyait d'en parler à Chris elle-même. Alexei est alors apparu, déversant son travail de livraison de documents sur Ellie comme d'habitude, livrant en premier lieu les travailleurs. L'ont bombardé avec encore plus de choses à livrer. Elle pensait davantage à Lady Mireille, la perle princesse, ce qui a encore plus assombri son humeur. Puis Allen est apparu, offrant de l'aider à alléger sa charge. Ellie avait alors une nouvelle problématique à gérer. La famille Donnay était fanatique de l'armée. Donc, si Mathilda devait vraiment devenir la concubine de Chris, les pays au nord et de Sasland pourraient voir leurs actions futures comme une provocation de guerre. Elle décida d'aller voir le bureau de Chris pour exprimer ses inquiétudes, mais il n'était pas là aujourd'hui. Elle remarqua alors la lettre de Lady Mireille, ce qui la bouleversa tellement qu'elle posa ses affaires et s'en alla rapidement. Plus tard, l'intendant personnel de la reine expliqua la situation potentielle de concubin de Chris avec Ellie. Elle a révélé que la vicomtesse Donnay était probablement en train de promouvoir sa fille Mathilda en raison de son propre rêve inachevé. La vicomtesse elle-même avait été candidate au mariage avec le précédent roi dans le passé. Et depuis que le père d'Ellie a réduit le budget militaire chaque année, il n'est pas bien vu par ceux qui sont associés à l'armée. Donc Mathilda est dans la conversation en tant que concubine pour mettre la pression sur la cour intérieure. L'attachée a demandé si Ellie pouvait gérer les concubines du prince. Et cela ne l'a fait que décourager davantage. Le lendemain, Ellie a de nouveau essayé de parler à Chris de ses préoccupations. Mais en entrant, elle a surpris Chris en train de se préparer à partir pour une affaire où une poutre du pont s'est effondrée, blessant certains ouvriers. Cette région en particulier, connue sous le nom de région Assoul, était celle dont le cauchemar d'Achen était issu. Il repéra alors Ellie et était tellement heureux de la voir qu'il la serra contre lui, disant qu'il avait besoin de plus d'elle. Il plaisanta en disant que Glenn lui apprendrait comment entrer dans la chambre d'une femme la nuit, la faisant rougir et faisant sûrement penser aux autres gars que c'était exagéré. Alors qu'il s'apprêtait à l'embrasser, les garçons lui dirent que s'il avait le temps de flirter, il pouvait aller à l'essentiel plus vite et tout régler avant le banquet. Donc Ellie lui souhaita bonne chance, mais après l'avoir vue encore une fois, elle ressentait plus de pression dans son cœur qu'avant. Quelques jours plus tard, Ellie fut invitée à prendre le thé avec Lady Sharon. Leur thé était privé et Sharon ne tournait pas autour du pot, disant qu'elle voulait être la partenaire de Chris pour le banquet de la nuit sacrée, au lieu d'Ellie. Elle voulait faire comprendre à tous que Chris avait toujours beaucoup d'estime pour sa grande sœur Mireille, lui donnant l'opportunité de devenir l'une des concubines de Chris. Sharon considérait Ellie comme le fardeau du prince, car si Mireille était la fiancée de Chris, elle pourrait facilement contrôler toutes ses concubines ainsi que les nobles de la cour intérieure. Sharon croyait qu'Ellie pourrait maintenir sa position en tant que princesse figure de proue pendant que Mireille s'occupait de toutes les tâches essentielles. Ces mots ont frappé Ellie de plein fouet. Elle ne savait pas si Chris était prêt à prendre des concubines. Et elle ne le saurait pas à moins de demander. Mais maintenant, elle s'inquiétait de se mettre en travers de Chris et Mireille, qui s'aimaient depuis leur enfance. Elle savait qu'elle devait encore lui demander directement. Mais que faire si tout ce dont elle s'inquiétait était vrai? Ellie voulait être avec lui. Puisque leurs sentiments l'un pour l'autre étaient mutuels, elle a fait de son mieux pour être digne d'être à ses côtés. Mais elle ne pouvait pas suivre. En marchant dehors, elle aperçut son frère Alfred invitant Anna à être sa partenaire au festival du banquet sacré. Il lui a dit qu'en tant qu'homme, il était captivé par elle. Mais Ellie s'est éloignée avant de pouvoir entendre la réponse d'Anna. En entendant que Chris était de retour, Ellie est allée dans son bureau. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui demande de reporter leur cérémonie de mariage. Son expression n'était pas très joyeuse. Ellie s'est enfuie, atteignant la zone du jardin, où ses longs cheveux s'étaient coincés dans des branches. Elle se battait pour s'en sortir, mais heureusement, Hélène est apparue pour l'aider à se libérer. C'est à ce moment-là qu'Ellie a commencé à craquer. Chris a également suivi, voulant discuter des choses. Hélène pouvait sentir que l'atmosphère était tendue. Elle a suggéré à Chris de se calmer d'abord. Chris a dit à Hélène de se retirer car cela ne la concernait pas. Cependant, Hélène a refusé d'ignorer une femme effrayée. Chris a essayé d'appeler Ellie personnellement, mais Ellie s'est excusée, demandant un peu de temps seule. Elle voulait rentrer chez elle pour la journée, alors il a accepté et s'est éloigné. Ellie est rentrée chez elle dans le désespoir, et Chris n'avait pas l'air mieux. Chez elle, elle s'est calmée suffisamment pour réaliser qu'elle devait retourner s'excuser auprès de Chris. Mais ressentant le poids des attentes qui pesaient sur elle, elle se voyait comme la même princesse bibliophile qui ne comprenait rien. Elle est finalement retournée au palais où certaines des servantes ont été ordonnées de la récupérer. Elles sont allées dans la chambre d'Ellie, où elles ont entendu Mathilda faire pression sur une des servantes du palais nommée Sarah. Sarah essayait d'expliquer que la robe qu'Eliana devait porter au banquet était strictement contrôlée par la reine, et ne serait nulle part dans cette pièce. Mais Mathilda s'en fichait. Elle voulait trouver quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour devancer Ellie. Elle devait se démarquer plus qu'Ellie au banquet.
Sinon son grand-père et sa mère la réprimanderaient. Sarah avait encore des réserves sur le fait de fouiller la chambre d'Élie. Cependant, Mathilda lui rappela que c'était sa famille qui avait aidé Sarah à devenir servante au palais. Et ensuite, elle traita Sarah de maudite Azulite, regardant en gros Sarah comme une parmi les roturiers d'où provenait le cauchemar cendré. Élie entra alors, ce qui poussa Mathilda à se recomposer rapidement. Elle faisait d'abord semblant de n'avoir rien fait de mal, mais passa agressivement à son avantage, pensant que si elle devenait la concubine de Chris, l'armée pourrait être à l'aise. Élie ignora les mots de Mathilda et sortit plus tôt de l'encre récoltée dans la région d'Assoul. Élie avait demandé à Sarah de récupérer l'encre personnellement, mais était prête à la donner à Mathilda pour que les choses puissent être paisibles. Cependant, Mathilda n'avait aucun intérêt pour quoi que ce soit impliquant les Azulites. Élie s'approcha alors de Sarah et défia les préjugés de Mathilda. Il y a 15 ans, quand la maladie qui venait de la région d'Assoul n'était pas encore connue sous le nom de Nuit de cendres, la rivière dans la région a subi des inondations en raison de pluies diluviennes sans précédent et beaucoup des ponts traversant la rivière ont été emportés. La région d'Assoul dépendait des ponts pour communiquer avec les autres territoires. Donc pendant cette période, elle est devenue une île solitaire. C'est ainsi que la peste s'est répandue. Le village spécifique où l'on pensait que la maladie avait commencé a été isolé et les villageois ont dû combattre la peste seuls. Cependant, c'était là que se trouvaient les survivants. Donc c'était une complète méprise que beaucoup de gens avaient. Mais ils étaient le seul endroit qui avait des survivants. Élie a ensuite expliqué que la peste s'était probablement propagée depuis un empire voisin, qu'ils avaient détruit, qui était coincé aux côtés de la région d'Assoul, et que leur peuple en était simplement victime. Chris était en train de gérer le pont dans la région d'Assoul en ce moment même pour s'assurer qu'il ne se retrouve pas encore piégé et pour éviter une répétition de la tragédie. Élie a ensuite catégoriquement refusé d'accepter Mathilda comme concubine, étant donné son manque de considération pour la classe inférieure de leur royaume. Cela a énervé Mathilda, alors elle a essayé de verser de l'encre sur Élie, mais Sarah l'a arrêtée. L'encre a finalement été versée sur la propre robe de Mathilda. Et il semble que Chris ait entendu toute la conversation. Mathilda a essayé de faire porter le blâme sur Élie, mais Jean l'a réprimé, dévoilant ses crimes d'agression tentée contre Élie et de diffamation à l'encontre de Chris. Mathilda a encore supplié Chris de l'aider, alors il s'est moqué, se demandant pourquoi tout le monde pensait qu'il était si lent qu'il ne savait pas la vérité sur ce qui se passait. Il savait que le grand-père de Mathilda avait une grande influence dans l'armée, mais il pensait que le moment de la démission du grand-père de Mathilda était venu. Il avait appris que la famille Donnay avait des pratiques commerciales douteuses en coulisses. Et maintenant ils étaient sur la voie de la faillite. En outre, concernant le problème de concubine de Chris, les Donnay, la famille est la seule qui a répandu ces absurdités. Pour Chris, il voulait Eliana comme sa seule et unique princesse, sans aucune autre femme à ses côtés. Après que Mathilda a été emportée, Élie se souvint qu'elle devait s'excuser. Cependant, Chris s'excusa à la place, disant qu'il était entièrement responsable. Élie ne pouvait pas comprendre pourquoi il faisait cela. C'était elle qui s'inquiétait seule et tirait ses propres conclusions. Son cœur était si rempli de jalousie, même maintenant, qu'elle faisait du mal à la personne qu'elle aimait. Elle pleura, disant au prince qu'il n'avait rien fait de mal, et le prince s'approcha pour l'embrasser et elle pleura contre lui. Elle parla de ses anxiétés qui pesaient sur son cœur une à une. De ne pas pouvoir devenir comme la reine Henriette, apprenant les horreurs de la cour et étant découragée par elle. L'anxiété qu'elle avait au sujet de Chris ayant des concubines. Le doute qui la rongeait à cause de Lady Mireille. Elle admit qu'elle pensait que ses échecs le retenaient. Mais Chris lui assura qu'elle n'avait rien fait de mal. Il savait qu'elle était sincère et qu'elle essayait toujours trop. Il sentit qu'il aurait dû prendre cela en compte et rester à ses côtés. Il a ensuite promis que la chose avec Lady Mireille n'était qu'une malentendue. Il savait aussi qu'Élie n'était pas encore habituée aux affaires officielles et allait s'en occuper de son côté pour le moment. Il a admis sa faute d'avoir essayé de résoudre tout cela seul. Ils ont alors entendu la reine les chercher, et quand elle est entrée, ils se cachaient derrière le rideau de la fenêtre. Ignorant leur présence, la reine a avoué à quel point elle aimait Élie. Et comment elle avait évité d'inviter Élie à des réunions sociales. Parce qu'elle ne voulait pas interrompre son temps de lecture. Après que la reine soit partie, Chris a expliqué à Élie l'aimait depuis qu'ils étaient fiancés il y a 4 ans. Il rappelait à Élie quand sa mère l'invitait sans cesse à dégoûter alors qu'elle venait juste de devenir sa fiancée. C'était parce que la reine voulait se vanter d'Élie auprès de tout le monde. Elle sentait qu'elle devait le faire. Sa mère est juste sévère avec Élie parce qu'elle l'aime tellement. Elle ne peut tout simplement pas être honnête à ce sujet. Chris pensait qu'elle y était parfaite telle qu'elle était. Elle pensait toujours d'abord et avant tout aux autres, et elle méritait de se tenir à ses côtés. Élie se sentait vraiment en sécurité dans ses mots.
Elle avait les larmes aux yeux, demandant à Chris de ne pas épouser quelqu'un d'autre qu'elle. Alors il la prit à nouveau dans ses bras, disant que même si elle s'enfuyait, il la rattraperait à chaque fois. Il voulait qu'elle ne doute jamais de ses sentiments. Et juste au moment où ils s'apprêtaient à s'embrasser, ils entendirent Sharon les chercher. Alors Ellie poussa Chris loin d'elle. Quelqu'un interrompait toujours quand ils étaient sur le point d'arriver à la meilleure partie. Sharon parlait encore de devenir la partenaire de Chris pour le banquet. Mais cette fois, elle avait un livre spécial à donner à Ellie en échange. C'était le journal de bord d'un navire appartenant au capitaine Vigo, aussi connu sous le nom de Roi des mers. Ellie était tentée, sachant qu'historiquement il était le premier à réaliser la conquête des routes maritimes orientales et une figure légendaire. Oh là là, Chris pouvait voir la tentation dans ses yeux. Ellie commença à tendre la main vers lui, mais se retira en percevant le regard de Chris. C'était beaucoup de travail pour elle, mais elle refusa le livre. Hélène rappela à Sharon que Mireille lui avait dit de faire attention à sa façon de parler. Cependant, Sharon sentait que sa grande sœur méritait d'être plus heureuse que quiconque. Ellie pouvait comprendre d'où venait Mireille. Mais ses propres sentiments pour Chris étaient réels. Elle refusait d'abandonner sa place à ses côtés. Chris a ensuite expliqué qu'elle y avait contribué plus au royaume que beaucoup de gens ne le pensaient. Elle faisait même des recherches pour trouver un remède à la némésis, puisque celle-ci n'avait pas totalement disparu. Glenn est alors arrivé pour remettre une autre lettre de Mireille à Chris. Ellie s'est presque levée et a voulu partir en la voyant, mais Chris l'a fait asseoir. Il lui a expliqué que le mari de Mireille aurait pu être assassiné. Mais elle lui envoyait des lettres pour lui dire qu'il n'avait pas besoin d'enquêter. Et que le duché misérable se chargerait de ses propres affaires. Mireille savait aussi que l'imagination de Sharon était débordante, et demandait à Chris de tolérer ses paroles comme les contes imaginatifs d'un enfant. Elle a même sincèrement félicité Chris pour ses fiançailles, avec Ellie, qui était en effet son premier et seul amour. Les choses se sont bien passées, alors Chris et Ellie ont pu assister au banquet en tant que beau couple. La reine a complimenté la tenue d'Ellie, car elle l'avait personnellement fait sur mesure et même teindre avec l'encre qu'Ellie avait demandé. Elle était vraiment une belle belle-mère. La reine était toujours contrariée que les dames donnaient et volaient l'idée de la robe de Noël d'Ellie, mais elle estimait n'avoir d'autre choix que d'être gentille à ce sujet. Puisque c'était Ellie qui l'avait proposé. Ellie était réconfortée par les mots de la reine, et l'a même appelée maman naturellement. Cela a rendu la reine timide et un peu tsundere, se couvrant même avec son éventail cassé. Elle a essayé de dire à Ellie qu'elle ne faisait que la gronder. Le roi a ensuite admiré tout le travail qu'elle y avait fait pour leur empire, et lui a offert une récompense de son choix. Elle a donc naturellement demandé à être récompensée par des vacances pour lire tous les livres qu'elle n'avait pas eu le temps de lire, sans être dérangée. Il a ensuite officiellement décrété que cette bibliophile aurait ses vacances. Vacances durant lesquelles personne d'autre n'était autorisé à intervenir. Ensuite, ils ont profité du bal où Ellie et Chris ont dansé devant tout le monde. Dehors, Chris s'excusa de ne pas avoir tenu sa promesse de simplement la laisser lire des livres. Il se sentait un peu comme un prince décevant, la faisant supporter tout. Cependant, Ellie lui dit qu'il était très séduisant, personne merveilleuse pratiquement gâchée sur elle-même. Pour elle, il était le plus grand prince, toujours et pour toujours. Les deux promirent alors romantiquement du temps rien qu'à eux. Tout le monde sortit ensuite pour la prochaine phase du banquet, où Chris présenta les arbres illuminés avec l'encre qu'Ellie avait demandé de la région d'Assoul. Ce serait la nouvelle tradition pour le banquet à l'avenir. Et avec ça, les deux se sont embrassés sous les lumières. Quelle douce fin pour cet anime. Mais je vous dis, il y avait tellement d'expositions compliquées que j'ai dû raccourcir. Cependant, je pense que Chris et Ellie forment un si joli couple. Et c'était un conte réconfortant sur la gestion de l'insécurité. Abonnez-vous à la chaîne pour plus. Aussi, regardez cette prochaine vidéo. C'est moi, Comfité. Je vous verrai tous dans la prochaine.